Bonjour Gilbert. Bonjour Florence, toujours le masque. Mais vous me direz, avec la pluie qui tombe, avoir le masque, hein. Vous Il avez faudrait aussi raison. les palmes et le tuba, parce que Ah qu'est-ce oui, qu'il a pu là, pleuvoir, qu'est-ce hein. qu'il a plu? Justement, alors, bonjour à tous. Bonjour à toutes et à Bonjour tous, hein. à Jean-Marie Pierry, René Boitel, qui nous ont déjà rejoints. Alors oui, que d'eau, hein. Vous avez vu ces images comme Ouais. tous les Français. Et surtout, j'ai envie de vous demander, comment avez-vous vécu ces fameux Alors épisodes d'abord et avant tout, mes amis, puisque Sévenol? et Florence franchit les étapes, hein. D'abord bonjour, soyez les bienvenus. On est très heureux que vous nous suiviez, que vous soyez amis ou ennemis. Mais je vais d'abord annoncer les sujets qu'on va traiter, si vous voulez bien. Oui. Bon. Alors, on va bien évidemment parler des orages. Du reste, vous avez pris un peu la foudre, ce qui explique que vous J'ai une oubliez. antenne qui est un Voilà, peu, vous avez une voilà, antenne qui qui capte s'embrouille. mal. Voilà, voilà, voilà. Après, on va parler quand même du problème inconcevable, enfin pour moi, hein, des 3000 soignants qui vont être sanctionnés, hein, on va en parler, hein. Parce qu'on est courageux, on va quand même parler de Zemmour et de la peine de mort. Parce qu'il a relancé le débat sur la peine de mort, et je suppose que vous allez me demander si je suis pour la peine de mort, Ah, vous si je verrez, suis hein, contre vous la peine de verrez. mort. Et enfin, on va parler non pas du couturier de Sédam, qui était le rôle principal de Fernandel, mais du couturier de la police, qui est notre président de la République, puisqu'il veut maintenant changer les uniformes, je crois. Il veut voir du bleu partout, hein. Peut-être même qu'il va inventer un sifflet musical, qui sait. Alors voilà, nous allons évoquer sérieusement, et sans se moquer de personne, avec une extrême gentillesse, tous ces sujets. Et Top d'ailleurs, départ. et d'ailleurs, vous pourrez nous retrouver sur Telegram, YouTube et le site internet gilbertcollard.fr. Voilà, elle avait encore oublié de le dire, alors il faudrait le Mais répéter. non, mais pas du tout. Non, non, mais répétez-le Gilbert, encore une j'allais fois, le dire. voilà. Voilà. Répétez-le encore une fois, Donc en je parlant répète, lente. Voilà, Telegram, voilà. YouTube et le site gilbertcollard.fr. Voilà, Mais bon, allez. moi, ce sont les inondations dans le Gard qui m'ont perturbé. Eh bien oui, Gilbert. il faut dire que qu'est-ce qu'on a pris. Parce que nous sommes à Émargues. Nous habitons Émargues. Enfin, moi, j'habite une petite commune qui est tout près de Vauvert. La permanence européenne d'où on vous parle, et on salue au passage les amis européens qui nous suivent, de cette permanence, on a pu voir un peu, beaucoup, les dégâts que les orages ont pu causer. Cette nuit, chez moi, ça a été terrible. Ah oui, hein. un gros orage. Bon, Alors voilà. vous habitez en plus tout près d'une rivière, hein, puisque vous Aussi, habitez oui. un moulin, donc vous avez dû quand même vous inquiéter, non, dans la nuit. En même temps, j'allais vous dire, les épisodes Sévenol sont assez récurrents, malheureusement, dans le Gard. Hein. Ah oui, ça on est habitué. C'est une région extraordinaire, hein. On a un climat Très belle. Mais... très bel. On a un climat qui est tellurique, hein. On a des orages qui sont par moments poétiquement préhistoriques, hein. On a des nuits qui sont éclatées par l'orage avec des pluies torrentielles, mais qui font hélas des dégâts. Alors à Émargues, Oui. ville d'où nous vous parlons, on s'est inquiété pour un homme dont le prénom m'a ému, Oui, Gilbert. Gilbert. Bon, on a cru qu'il était disparu, et puis finalement, grâce à Dieu, grâce aux gendarmes, grâce aux pompiers, grâce à tous ces gens qui sont si souvent maltraités, insultés, on a pu le sauver, comme on a pu en sauver bien d'autres au passage, hein. Il faut remercier tous ces serviteurs de la bonne cause, hein, qui sont là quand on a besoin d'eux. Moi, ce qui m'a frappé, frappé, je ne sais pas si c'est le mot, Pas la foudre, hein. voilà. Ce qui m'a étonné quand même, c'est d'apprendre que près de 3000 ou 4000 automobilistes ont été coincés sur les autoroutes. Enfin, l'autoroute A9. Sur l'autoroute A9 pour être Vers Nîmes, oui. vers Nîmes. Alors, quand même, quand on sait que Vinci fait un chiffre d'affaires pour 2020 de 4,6 milliards d'euros, on se demande quand même où passent les bénéfices, si ce n'est uniquement dans la poche des actionnaires, parce que rien n'est fait, et on sait d'une manière récurrente que les inondations provoquent immédiatement des encombrements sur les autoroutes. On sait que rien n'est fait pour pallier les difficultés que les inondations peuvent créer, peuvent occasionner. Bon. D'où la proposition quand même sur laquelle on peut réfléchir de Marine Le Pen de nationaliser les autoroutes.
Pour ma part, j'y suis tout à fait favorable parce que je considère que les bénéfices qu'ils engrangent devraient revenir à l'État, alors que finalement ils ont complètement bien fait leurs affaires depuis des années et des années. Et donc ça serait pour moi une chose tout à fait naturelle au passage. Il faut savoir quand même que dans l'Hérault, dans les Bouches-du-Rhône et dans l'Aude, il y a eu, et ça c'est l'aspect le plus triste, 9 morts par noyade. Eh oui, c'est incroyable. À cause de la houle. Alors là, moi je vous pose la question parce que je sais que vous êtes une habituée des bains de mer. Comment se fait-il, oui c'est vrai, comment se fait-il qu'on puisse avoir l'imprudence, la passion peut-être aussi, hein, c'est un droit, d'aller se baigner lorsque le temps est à ce point fou, orageux, couvert? Oui, bah, je pense que c'est l'occasion de rappeler qu'il faut faire attention. L'eau est dangereuse. Hein. Non mais quel plaisir y a, je pose une question là. Bah, Quel plaisir y a-t-il à aller se baigner dans une mer sombre, sous un ciel couvert, avec la menace d'orage? Voilà, je ne juge pas, hein, je ne comprends pas et je vous pose la question parce que je sais que vous êtes une passionnée des bains de mer et que la houle vous moule. Oui. Oui. Bien dit, Gilbert. Écoutez, je n'ai pas la réponse, malheureusement. Ce que je sais, c'est que le bilan aurait pu être plus dramatique, parce que je pense à ces inondations cet été, hein, en Allemagne, en Belgique, qui malheureusement ont fait plus de 200 morts. Hein. Je pense qu'il fallait le rappeler. Oui, il faut le rappeler, voilà. oui. Donc faites attention. Donc il faut quand même conseiller à nos amis de ne pas aller se baigner quand le temps est couvert, parce qu'il y a le phénomène de houle qu'on ignore un peu et qui est très dangereux. Il faut rappeler aussi qu'il y a 60 communes de nos départements, 60 communes qu'on connaît, hein, qu'on fréquente, sur laquelle du reste on est allé voir, hein, pour constater les dégâts qui ont été terriblement impactés, touchés. Hein. Il va y avoir maintenant toute la question des contrats d'assurance. Et il ne faudra pas hésiter du reste à nous appeler si vous avez des difficultés avec vos compagnies d'assurance. Parce qu'on le dira. Oui, on le dira, parce que les compagnies d'assurance sont là pour vous aider. Voilà. Et si vous avez des difficultés, nous, on considère que c'est notre devoir de le signaler. 600 pompiers sont encore mobilisés. Vous vous rendez compte de l'effort humain qui est fait? Alors moi, voilà, il y a quelque chose quand même que je voudrais vous soumettre, mais qui peut paraître banal, mais parfois l'originalité est dans la banalité. Depuis le temps qu'il pleut, depuis le temps qu'il y a des orages, depuis le temps que le ciel est zébré par les éclairs, depuis le temps que le Gard, l'Hérault, toutes nos vieilles et si belles régions sont atteints par les orages. Moi, je me rappelle d'images apocalyptiques lors des dernières inondations, de routes déplacées. J'ai retrouvé la route qui conduit à mon domicile dans le Gard, dans le champ, transportée par l'orage, dans le champ. Ah, carrément. Carrément. C'est dire à quel point la puissance de l'eau, la puissance des flots est inimaginable, mais inimaginable. Depuis le temps, qu'est-ce qu'on attend? Malheureusement, je n'arrive pas à comprendre. Alors, les systèmes d'alerte sont plus rapides, les systèmes d'intervention sont plus rapides, mais on n'arrive toujours pas à comprendre comment, notamment sur l'autoroute A9, des mesures n'ont pas été prises depuis le temps. Voilà. Bon, en tout cas, vous avez cité les pompiers, et justement, on pense à eux et aux soignants pour qui, en fait, l'obligation vaccinale est entrée en vigueur. Et aujourd'hui, 3000 soignants ont été suspendus selon Véran. Alors, votre réaction? Moi, je suis scandalisé, qu'est-ce que je vous dis ça? Je comprends pas comment on peut suspendre des soignants qui, depuis le 15 septembre, sauf erreur de ma part, hein, sont soumis à une obligation vaccinale, puisque cette dernière est entrée en vigueur, et on a appris que 3000 soignants ont été suspendus et qu'ils ne toucheront donc pas leur traitement. Vous voyez les conséquences, et je ne comprends pas, alors que 69 000 lits d'hospitalisation complètes ont été supprimés entre 2003 et 2017, alors que M. Macron, M. Véran,
avait pris l'engagement de reconstituer, d'installer de nouveaux lits de réanimation dans des délais rapides, les choses n'ont pas été faites. Je ne comprends pas comment on sanctionne ces soignants alors qu'il y a une baisse du budget de l'hôpital qui est sur 10 ans de 10%, quoi, soit 8,4 milliards d'euros, et qu'il y a 8 millions de Français qui vivent dans un désert médical. Bon, et en plus de tout cela, en plus de toutes ces carences, en plus de tous ces manquements, en plus de toute cette pénurie, on suspend, alors qu'on en a besoin, 3000 soignants. C'est-à-dire qu'on se prive délibérément au nom de l'envie de sanction, au nom de l'envie de punir des soignants qui pourraient très bien soigner en prenant les mesures de protection. Bon, c'est incompréhensible et c'est, moi je trouve, désolé de le dire, liberticide. On a le témoignage d'un médecin, le docteur Arnaud Chiche, de Hénin-Beaumont, qui nous dit que toute décision qui fait qu'il y a moins de soignants à l'hôpital est une très mauvaise décision. Et je crois qu'il a, au nom du bon sens, cette forme du génie aujourd'hui. Non mais, il y a tellement peu de bon sens que qui a du bon sens est un génie aujourd'hui. Bon. Prouve que c'est l'évidence qui n'est pas respectée, qu'on manque de personnel, on manque de soignants, on manque de moyens, on manque de lits, et on suspend des soignants qui pourraient soigner. Voilà, on suspend des soignants qui pourraient soigner. C'est absolument aberrant. Alors, vous êtes visiblement révolté, mais justement, Xavier vous pose une question. Pourquoi vous ne déposez aucun recours contre le pass sanitaire, comme beaucoup de vos confrères le font? D'abord parce que je n'exerce pratiquement plus, pour être très franc, donc je ne peux pas engager des poursuites. Ensuite, parce qu'on ne peut pas, quand on est député, plaider contre l'État. Voilà. C'est encore une aberration qu'il faudrait un jour corriger. Mais au-delà de tout ça, il y a le fait que moi je suis maintenant beaucoup plus député, beaucoup plus engagé dans le combat politique qu'avocat. Mais j'ai des amis qui le font et je les soutiens de toutes mes idées, de tout mon cœur, bien évidemment. Mais toutes ces actions judiciaires pourront peut-être aboutir, mais encore faudrait-il que la justice veuille bien redevenir cet arbitre, ce tiers impartial dont on a besoin. Mais on est en présence de mesures liberticides, quoi. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est tout le temps la sanction, le bâton, la punition. Oui, c'est rarement la carotte. À la carotte, on n'y a pas droit. Mais il y a quelque chose chez Macron du syndrome de l'enfant puni par le maître d'école, quoi. Il y a un retour de punition en permanence. Du reste, il a un ton, moi, je trouve, d'élèves punis par moments qui se révoltent contre le maître d'école. Ah, vous faites référence à Brigitte? Non, je parlais de maître d'école. Ah, ça vous regarde. La connerie, c'est vous qui venez de la dire, c'est pas moi. Je décline toute responsabilité. Bon, en attendant, il y a je crois 300 000 personnels soignants qui n'avaient reçu aucune dose mardi soir. Oui. Comment est-ce qu'on peut expliquer encore ces réticences? Parce qu'il y a quand même beaucoup de Français qui sont vaccinés. Non pas que je défende ou pas il n'y a que l'Italie qui a appliqué cette mesure. Alors, quelles conséquences? Bon, d'abord, ça va être des problèmes de personnel dans tous les secteurs. Déjà que la France connaît un désordre organique considérable. On téléphone partout, on ne reçoit pas de réponse. Là, pour un proche, on a demandé à Saint-Gilles, dans un laboratoire, les résultats d'un examen qui a été fait en août, on ne l'a toujours pas. Des examens radiologiques, on ne les a toujours pas. Des examens faits en août, vous vous rendez compte? J'allais dire même vous. Mais voilà, donc oui, pas de passe-droit. Non, moi jamais aucun passe-droit. Non, mais voilà, bon, alors la prochaine fois, je vais donner le nom du laboratoire, parce que bon, ça fera quand même du bien. Mais vous vous rendez compte que vous attendez des résultats qui sont quand même sensibles pour un proche. Bon, et depuis le mois d'août, ce laboratoire de Saint-Gilles ne communique pas les résultats. Alors on téléphone, mais on a une secrétaire gentille comme tout qui vous passe quelqu'un qui n'est pas au courant, et ainsi de suite. Bon, donc il y a vraiment, mais même dans le privé. On sent qu'il y a quelque chose qui ne va plus. Alors, dans les EHPAD, avec toutes ces mesures
cela va avoir aussi des conséquences. On sait que les services d'aide à domicile également sont frappés. Enfin, il y a non seulement la question de la fermeture des lits, non seulement la question de la pénurie des personnels, mais il y a également une désorganisation généralisée. Qui tient à quoi? Je me pose souvent la question. À Montélimar, par exemple, l'hôpital va devoir reprogrammer de très nombreuses opérations, me fait-on savoir. Et je sais que ce qu'on me dit est vrai. On m'informe également que dans les Alpes de Haute-Provence, Digne, où a été jugée l'affaire Dominici, mais ça c'est un autre problème. Manosque, où a vécu Jean Giono, mais ça c'est un autre problème. Eh bien, il y a tellement de problèmes que des lits vont être fermés, des opérations ne pourront pas avoir lieu. Et puis, il y a la multiplication des arrêts de travail, parce que le personnel en a marre. Ils en ont assez. Ils sont épuisés. Bon. Alors, on est dans un pays qui est étouffé par la technostructure. Et tout cela provoque une fatigue. Et les personnels... Je parlais tout à l'heure de ce laboratoire à Saint-Gilles. Les personnels sont fatigués. On perd des papiers, on passe un temps fou à régler des questions administratives. C'est un épuisement généralisé que la France est fatiguée des conséquences de la connerie des gens qui la dirigent. Voilà, ils nous épuisent. En tout cas, Dylan Lemoine fait ce constat. En cas de nouvelle vague, Macron fera de nouveau appel à eux. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre ? Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? De toute façon, si nous avons été soignés, si nous avons été aidés, si nous avons été sauvés, c'est par les soignantes et les soignants. C'est par les médecins, c'est par les pompiers, c'est par les ambulanciers. Vous savez, celles et ceux qu'on applaudissait. Hein. Et maintenant, voilà que la solution à leur égard, c'est le Conseil de l'ordre des médecins. C'est le Conseil de l'ordre. C'est la punition, c'est la suspension. Il y a des risques pour les réfractaires, hein, et des risques les réfractaires, sérieux, ils risquent des suspensions, ils risquent des privations de rémunération, ils risquent le procureur de la République, toujours disponible lui, avec ses amendes et parfois même une peine de prison pouvant aller jusqu'à 6 mois, la caisse primaire d'assurance maladie qui peut s'occuper des médecins réfractaires, les conseils de l'ordre, enfin, tout ça est liberticide. Franchement. Tout ça est liberticide. Alors, c'est petitement liberticide, mais ça fait mal à la liberté et ça pourrit la vie quotidienne. La vie quotidienne, elle ne respire pas la liberté avec un grand L. Hein. C'est pas le grand large. Non, c'est le goût quotidien, minutieux de la liberté. Et si on pouvait définir la liberté négativement, c'est ne pas être emmerdé tout le temps pour rien. Or, aujourd'hui, on est emmerdé tout le temps. Vous savez, on a inventé une formule chez moi. Le soir, quand on rentre, on se dit « T'as eu affaire au compte service aujourd'hui ?» Et à tour de rôle, on énumère notre compte service. Eh bien, il y a toujours un compte service. Voilà, que ce soit dans un laboratoire, que ce soit dans une administration, que ce soit... Il y en a toujours un. Alors, veillons à ne pas être, nous, le compte-service de l'autre. Hein. Vous avez compris ce que je veux dire, hein? Oui. Oui, non, vous comprenez? Oui. Bon. Alors, il n'y a pas que l'obligation vaccinale qui ait fait l'actualité cette semaine. Non, parce que le compte-service, il y en a marre. Hein. Franchement. Moi, je pense que nos amis qui nous écoutent, s'ils jouent au petit jeu auquel nous jouons en famille, ils vont pouvoir tous les jours... Ah ben, la liste sera longue. Si un jour, il n'y en a pas... Champagne. Hein. Bon, donc Gilbert, vous m'avez coupé. J'étais en train de dire qu'il n'y avait pas que les soignants qui avaient fait l'actualité cette semaine. Il y a aussi Zemmour, donc, qui était invité de Bourdin. Oui, alors là, c'est l'emmerdeur de service. il a l'air de déranger tout le monde, d'emmerder tout le monde, oui. Bon, en tout cas, là, il a fait quand même une déclaration choc, hein, puisqu'il a dit philosophiquement qu'il était favorable à la peine de mort. Alors, oui, mais, votre réaction? C'est une question qui lui a été posée par M. Bourdin. Il a répondu à la question de Bourdin. Alors, il a le droit d'être philosophiquement favorable à la peine de mort. Moi, je suis philosophiquement, physiquement, métaphysiquement, juridiquement contre la peine de mort. Pour une raison très simple, c'est que c'est le châtiment irrévocable et irréversible,
et que la justice est rendue par des petits hommes tout à fait parfois médiocres et qui peuvent parfaitement bien se tromper. Alors, je ne veux pas d'absolu de la part de ce qui est relatif. Je ne veux pas d'irréversible de la part de ce qui est relatif. Donc je suis, en plus de mes convictions chrétiennes, encore que j'ai rencontré des ecclésiastiques qui étaient pour la peine de mort. Le père Brunberger, par exemple, était pour la peine de mort. Et je me rappelle d'une thèse que j'avais lue quand j'étais étudiant en droit, qui m'avait intrigué, rédigée par un ecclésiastique qui justifiait la peine de mort, notamment au motif que le châtiment était un rachat. Donc, vous voyez que... Non, oui, mais, enfin, tout se défend. tout se détourne. Voilà. Mais moi, je reste fermement opposé à la peine de mort. Du reste, je ne vois pas très bien comment on pourrait rétablir la peine de mort, même si on a le droit philosophiquement d'être pour. Hein. Bon, là, je veux dire, on ne va quand même pas interdire les opinions philosophiques non plus, bon, dans ce monde de la censure. Hein. Mais le rétablissement de la peine de mort est quasiment impossible pour une raison que d'abord il est constitutionnel en France. Enfin, le non-rétablissement est constitutionnel, donc il faudrait qu'il y ait une réunion du Congrès pour revenir là-dessus. Et puis on a, alors là, vous avez voté en tout cas là au Parlement européen. Oui, on a voté une mesure concernant Ahmed Mansour. Voilà un texte sur un texte qui a été voté sur le cas du défenseur des droits de l'homme, Ahmed Mansour, qui vit aux Émirats arabes unis. Dans l'article 17.1, le texte demande aux Émirats arabes unis de ratifier le pacte international relatif aux droits civils et politiques et son protocole. Enfin, je vous la fais courte parce que c'est le jargon administratif. C'est une prise de position de l'Union européenne, une fois de plus, contre la peine de mort. Et il y a tous les documents européens, tous les documents juridiques, la charte des droits, la position de la Convention européenne des droits de l'homme, qui affirme, réaffirme la position de l'Union européenne contre la peine de mort. On ne peut même pas extrader un individu qui risquerait la peine de mort dans le pays qui sollicite son extradition. C'est dire à quel point on a une superstructure européenne qui est hostile à la peine de mort. Mais quand on évoque la question de la peine de mort, il faut quand même déplorer qu'à l'époque où elle a été abolie, on n'ait pas prononcé la vraie peine de substitution, qui est la réclusion criminelle à perpétuité irrévocable, qui aurait dû être une peine au-dessus de la réclusion criminelle à perpétuité. Une peine frappée de l'irrévocabilité, mais là encore, on se heurterait aux règles européennes, donc toute réforme ne pourrait passer que par un affrontement avec l'Union européenne, ce qui paraît complètement impossible, pour ceux qui sont favorables au rétablissement de la peine de mort. Mais attention, dire qu'on est philosophiquement pour ne veut pas dire qu'on est juridiquement pour. Ça fait quand même une certaine nuance qu'il faut savoir apprécier, me semble-t-il. En tout cas, ce mercredi, l'ancien garde des Sceaux, Robert Badinter, qui a quand même 93 ans, il porte bien d'ailleurs, a fait à nouveau un vibrant plaidoyer pour une abolition universelle de la peine de mort. Je vous propose de regarder la vidéo. Disons-le, la peine de mort qui a trop longtemps régné sur le continent européen et avec quel coût et quel symbole la peine de mort a disparu de notre continent. Seul sur les 47 États européens, la Biélorussie recourt encore à la peine de mort. C'est une illustration de plus qu'entre dictature et peine de mort, il y a un lien indissoluble. Voilà, donc est-ce que vous partagez un peu ces points de vue, puisqu'il rappelle que la peine de mort ne serait pas de nature à faire reculer ceux qui seraient prêts à se faire exploser avec leurs victimes. Il a souligné la nécessité de réfléchir au fonctionnement de notre système pénitentiaire, en particulier à la surpopulation carcérale. Voilà. Est-ce que ce sont des points de vue que vous partagez ? Le débat sur la peine de mort, il est vieux comme la peine de mort. Hein. Déjà, Beccaria avait évoqué la question de la peine de mort au XVIIIe siècle. Voltaire, dans le traité des délits et des peines, il s'était indigné de l'exécution de Calas, qui du reste était complètement innocent. Bon.
Il faudrait du reste lire l'affaire Calas de Voltaire, c'est un ouvrage tout à fait remarquable. Hein. Le traité des délits et des peines aussi. Bon. Mais le combat contre la peine de mort, il remonte à Victor Hugo. Hein. J'allais vous citer aussi dans l'affaire Ranucci. Oui, moi j'ai pris position contre la peine de mort dans l'affaire Ranucci. Alors que vous étiez, il me semble, convaincu Mais je suis absolument convaincu de la culpabilité de Christian Ranucci pour une raison très simple, c'est qu'il a indiqué l'endroit où le couteau était caché, alors qu'il n'était même pas sur les lieux, puisque c'est par téléphone qu'il a indiqué aux gendarmes l'endroit où se trouvait le couteau meurtrier, hein, le couteau ensanglanté. Donc il n'y a que lui qui pouvait savoir où était le couteau. Je ne vois pas qui d'autre aurait pu cacher le couteau à l'endroit où il a indiqué qu'il était. Mais Christian Ranucci n'a pas été victime d'une erreur judiciaire. Il a été victime d'une erreur de justice. Quand on voit que lui est décapité et que Patrick Henry ne l'est pas, comment comprendre? Comment comprendre? Vous voyez, bon. Donc là, tout est dit. Maintenant, en ce qui concerne la surpopulation carcérale, mais depuis qu'on parle de surpopulation carcérale, entre nous, on aurait pu créer des prisons. La vérité, c'est qu'on n'a pas créé de prison et on a une surpopulation parce qu'on n'a pas créé de prison. Alors qu'on aurait dû créer des prisons, ce qu'on n'a pas fait, parce que ce n'est pas politique, parce que ce n'est pas convenable. Et toutes les mesures que M. Macron préconise maintenant, elles arrivent trop tard. Il est à 6 mois d'une élection présidentielle où il ne sera probablement pas réélu, et il vient maintenant nous dire qu'il se rend compte au bout de 5 ans quasiment qu'il y a des problèmes qu'il faut résoudre. Et il se moque du monde. Moi j'ai envie de lui acheter un réveil politique qui sonne à l'heure, et non pas avec 5 ans à peu près de retard. Il y a des internautes qui réagissent justement à cette thématique. Alors il y a Michel Villema qui fait un commentaire intéressant. Il dit « La peine de mort est pour les victimes, on les tue et on les oublie bien vite. » Oui, il a raison. Il a raison. J'ai toujours été frappé, choqué, peiné même, de voir à quel point la victime est toujours oubliée. Du reste, quand il y a une affaire criminelle, on retient le nom de l'assassin et rarement le nom de la victime. Dans l'histoire du droit français, pendant très longtemps, la victime a été le parent pauvre. Parce qu'on avait peur que la présence, c'est incroyable, mais c'est historique ce que je vous dis là, que la présence de la victime provoque une résurgence de l'idée de vengeance. Donc on la mettait dans un coin. La victime n'a pas le droit de récuser. Lors du procès, quand on tire au sort les jurés, elle n'a pas ce droit. Elle n'a pas le droit de faire appel. C'est le procureur de la République qui a le droit. La victime n'occupe pas encore la place qu'elle doit occuper dans la procédure pénale française. Et ça serait il faudrait une réforme, un vrai chantier, un vrai travail. Et personne, pour l'instant, ne s'y attelle. Pourquoi la victime n'aurait-elle pas le droit de faire appel? Ça pourrait peut-être sur le plan de la peine, j'entends, hein, oui, pas sur le plan des intérêts civils. Hein. Ça pourrait peut-être faire l'objet d'un référendum. En tout cas, Michael Oziel demande si, justement, on ne doit pas faire un référendum sur la peine de mort. Mais si on veut rétablir la peine de mort, ce qui serait... Je crois d'ailleurs que c'était une proposition de Marine. Oui, c'était effectivement, oui. Ce qui serait terrible sur le plan humain, parce que il faudrait un référendum, bien sûr, puisqu'il y a une barrière constitutionnelle. Mais dites-vous bien que la peine de mort, moi je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai entendu un président de cour d'assises dire à un homme jeune, très jeune, vous êtes condamné à mort. C'est-à-dire que j'ai vu un mort-vivant, voilà, qui allait être coupé en deux et qui a été guillotiné. Vous vous dites, mais comment ce pouvoir absolu, irrévocable, irréversible, qui normalement ne devrait appartenir qu'à Dieu, qu'au destin, peut-il être confié à des petites mains minables de petits hommes, avec toutes les faiblesses, les approximations, les médiocrités, les rancœurs, les inattentions même qui les accompagnent. Voilà. Le seul argument contre la peine de mort, c'est qu'on ne peut pas donner un pouvoir absolu à des gens tout à fait relatifs. Il y a peut-être aussi le risque d'erreur. C'est bien ça, c'est la raison. Avec Patrick Dils, par exemple. C'est bien évident, mais toute l'histoire de la justice est on raconte toujours l'affaire du courrier de Lyon, hein, où
où Le Surc, pour citer son nom, a été condamné à mort alors que c'est sous la Révolution française, alors qu'il a été en réalité victime d'un sosie, quoi. On a reconnu quelqu'un d'autre à sa place alors qu'il était complètement innocent, mais toute l'histoire de la peine de mort est jalonnée d'erreurs judiciaires, hein, parce que les magistrats se sont trompés. Bon, je veux dire qu'on ne peut pas prendre ce risque, mais en revanche, les citoyens et les citoyennes seraient en droit de demander une peine de remplacement absolue, efficace, qu'on ne retrouve pas un criminel 25 ans après dans la rue. Alors Bernard Clabaut, lui, dit que maintenant, des erreurs judiciaires, il n'y en a plus beaucoup, enfin, c'est ce qu'il dit, et du coup, le débat, s'il est à refaire pour la peine de mort, il faut le refaire. Moi, je ne suis hostile à aucun débat parce que je suis un démocrate de la parole. C'est-à-dire que je considère que si on ne parle pas, on refoule. Et que le refoulement est la pire des choses, à la fois pour la société et à la fois pour un individu. Mais quelle que soit la technique, moi je pourrais, si on avait le temps, vous raconter des affaires. Ce serait certainement passionnant d'ailleurs. Où on avait une technicité incroyable et où on allait se tromper. Moi, il y a un innocent qui a été sauvé parce qu'un expert a entendu à la radio, après avoir déposé, que le blouson sur lequel il avait trouvé un cheveu de la victime avait été à un moment donné dans le véhicule de l'accusé. Et comme le cheveu était transportable, c'est à ce moment-là que le cheveu a pu s'y mettre. Et il m'a appelé en pleine nuit pour me dire « Écoutez, maître, j'ai entendu ça vers 19h, 20h à la radio, je ne sais pas que faire, etc. » Je lui ai conseillé d'appeler le président qui a rouvert les débats le lendemain sur la question. Mais il n'aurait pas entendu ça à la radio. Un cheveu, quoi. Un cheveu, ça, mais voilà. C'est le cas de le dire. Voilà, bon. Et des histoires comme celle-là, mais j'en ai des centaines à vous raconter. Donc, mais même l'ADN, l'ADN, il peut y avoir des fraudes à l'ADN. Il t'arrive une histoire incroyable, je ne vais pas le raconter maintenant, parce que sinon ça devient une émission à la rondelate, mais un type qui a été accusé alors qu'il n'y était pour rien, malgré qu'on ait retrouvé son ADN. Bon, donc, attention à la science, hein, attention à la technique, elle a, elle aussi, ses limites. Et puis en conclusion, il y a Xavier Le Remouleur qui dit la peine de mort est interdite, mais les guerres sont autorisées. Mais cherchez l'erreur. Mais il a raison. De la même manière que les exécutions à l'étranger, quand on fait tuer un terroriste, on applique la peine de mort, bien sûr. Mais moi, j'en reviens toujours à cette idée que nous régressons de plus en plus, quoi. Nous régressons mentalement de plus en plus. Bon. On a beau se gargariser de droits de l'homme et tout ça, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Quand vous voyez le commerce qui est fait sur les migrants, quand vous voyez toutes ces associations qui se gavent de subventions au nom du bien-être humain et qui font tout le contraire, bon, on régresse tellement. Ne rétablissons pas cette ultime régression que serait l'échafaud. Maintenant, je comprends les arguments. Vous savez, moi, je ne me suis jamais permis de demander à une victime d'être contre la peine de mort, hein, parce que je n'ai pas à faire la charité ni l'humanisme à la place de ceux qui souffrent, hein, que ce soit clair. Hein. Alors, il y a quelques minutes, vous parliez de Macron qui se réveillait un peu tard vis-à-vis des réformes. En tout cas, là, au niveau sécurité, il voit la vie en bleu. Oui, il voit la vie en bleu, et nous, on la voit... Vous savez ce qu'il veut dire par... Oui, les uniformes, oui, bien sûr. Non, mais, les uniformes, les nouveaux. Donc, oui, il veut... Mais chercher la couleur dans laquelle on pourrait voir la vie, vous voyez. Voilà, bon. Et il y a des adjectifs que, bon, je ne sais pas, on l'envoie en quoi on peut la voir la vie aujourd'hui. Pas en rose, il n'y a plus Hollande, pas en tutu rose, en quoi, mon Dieu? On l'envoie en mauve, qui est la couleur de la tristesse, je crois, non, je ne sais pas. Bon. Il y a le vert, l'espérance. Le vert, je ne sais pas, bon. En tout cas, moi, j'aimerais la voir en tricolore. Voilà. Alors lui, il a décidé, Lagerfeld Macron, de modifier... Vous dites ça parce qu'il recevait Merkel, non Non, pas du tout, non. Il a décidé de modifier la tenue des policiers, je crois. Hein. C'est ça. Le calot, et puis quoi l'uniforme en lui-même. Voilà, l'uniforme en lui-même. Mais il ne touche pas au sifflet. Hein. Il aurait pu leur donner un sifflet qui s'allume. Peut-être qu'il fonctionne.
Un petit sifflet qui s'allume, ou alors c'est un sifflet qui serpente, là, comme pour le 1er janvier. Ce serait joyeux. Ah, mais ça lui aurait plu à M. Macron, ça l'aurait diverti. Hein. Il aurait même pu se mettre un cône sur la tête. Hein. Voilà, donc on en est là aujourd'hui. On est à 6 mois de l'élection présidentielle et M. Macron a décidé de modifier l'uniforme des policiers. Il veut aussi simplifier la procédure. Bon, à 6 mois hein, de l'élection présidentielle. Mais il a quand même une mesure qui m'a fait plaisir. Il a décidé de créer un corps des greffiers de justice et de gendarmerie. C'est une bonne idée. Oui, mais c'est une proposition que j'avais faite il y a 4 mois. Je crois qu'on a la preuve. Ah bon? Oui, on regarde. S'il y a une preuve, on la prend. Puisqu'on parle de réforme, ne serait-il pas normal qu'on crée un corps de greffiers de police, que comme les juges d'instruction, les policiers aient un greffier à qui ils puissent dicter les procès-verbaux alors qu'ils sont obligés, bien que ça ne soit pas du tout leur formation, de faire la dactylographe de police en tapant d'un doigt ou de 2 doigts des procès-verbaux. Non mais c'est insensé de voir cela. Il y a très longtemps que l'institution policière devrait être dotée de ce corps de greffiers de police qui ferait les tâches d'écriture, les tâches matérielles. Eh bien voilà, mais comme il n'y a pas de droit d'auteur en politique, mais cela étant dit, il y a très longtemps qu'on aurait dû créer ce corps des greffiers de police et de gendarmerie pour alléger les tâches administratives des policiers. Il est évident qu'il ne pourra pas le faire en 4 mois, en 5 mois, et j'espère que le prochain président ou la prochaine présidente de la République prendra ma proposition et la transformera en réalité. Mais soyons lucides, le président de la République veut rester président de la République. C'est normal. Donc, il est en campagne. Et vous allez voir que bientôt, comme on va prendre la présidence de l'Union européenne, en janvier, il va s'en donner à cœur joie. Alors là, il va nous faire un festival européen qu'on ne va plus pouvoir le digérer tellement il va être copieux. On a un président qui se sert des institutions pour faire campagne, en prenant vraiment les Français pour des gogos. Parce que comment peut-on gober que ce qui n'a pas été fait en 5 ans, ce qui n'a pas été diagnostiqué en 5 ans, ça qui est grave quand même, va l'être en 6 mois, ou alors pour plus tard. L'air de dire, les amis, j'ai pas trop eu le temps pendant ces 5 dernières années de faire tout ce que je voulais faire, simplifier la procédure, donner des greffiers aux policiers, aux gendarmes, faire de la sécurité la première des libertés, ce qui est une phrase de Jean-Marie Le Pen du reste. Ça, j'attendais que vous me le disiez. Bon, en 2022, donc oui, non mais sur mon char à bœuf de roi feignant, conduisez-moi jusqu'en 2022. Ce que je n'ai pas fait pendant ces années où j'étais président, je le ferai plus tard. Non, c'est quand même. Et vous avez des journalistes qui vous répètent ça, comme bon, ils se moquent du monde, quoi. Voilà. Tout ce qu'il a annoncé, caméra piéton, plainte en ligne, simplification de la procédure pénale, généralisation des amendes forfaitaires, loi de programmation, tout ça pour vous, c'est du vent. Non mais c'est pas, ce n'est pas que du vent. C'est du vent qui se vend pour se faire élire. C'est du vent à vendre, quoi. Voilà. S'il avait dû le faire, pourquoi ne l'a-t-il pas fait plus tôt? Je vous le répète, parce que vous semblez ne pas le comprendre. S'il avait dû le faire, pourquoi ne l'aurait-il pas fait plus tôt? Il a été là pendant 5 ans, ça n'est pas aperçu peut-être. Si, avoir l'endettement qui s'est aggravé, avoir la situation des cités, avoir tout ce qui se passe. Bon, mais voilà, mais il se trouve que le réveil Macron sonne 6 mois avant les élections. C'est un réveil extraordinaire, le réveil Macron. C'est le réveil qui sonne quand les élections arrivent. Avant, il ne sonne pas. Alors, Éric Cathy, elle fait ce commentaire. On peut mettre des milliers de policiers sur le terrain s'il n'y a pas de place dans les prisons et si les OQTF ne sont pas expulsés. C'est le tonneau des Danaïdes. Elle a complètement raison, d'autant plus lorsqu'on apprend que l'Union européenne n'est pas capable d'accomplir sa mission de retour. Et qu'en France, on n'est pas capable non plus d'accomplir la mission de retour. Bon. Donc elle a tout à fait raison, Mais ce qui est dramatique, c'est que tous ces problèmes, ils auraient pu être traités depuis 5 ans. Peut-être pas complètement réglés, mais au moins, il y aurait pu y avoir une approche du traitement. Il n'y a même pas eu ça, même pas. Il faut que sonne le tocsin de l'urne pour que Macron se réveille. Voilà. Président dodo,
quand sonne le tocsin du scrutin, il se réveille. Un peu tard. Voilà qui est dit, Gilbert. En tout cas, nous n'avons plus de questions des internautes et nous avons abordé tous les sujets de cette On semaine. les a effleurés, mais la Oui. semaine prochaine, peut-être aura-t-on d'autres choses à se dire. En tout cas, nous pouvons souhaiter à nos amis une bonne semaine et vous avez quelque chose à leur rappeler, vous. Oui, je leur rappelle qu'ils peuvent nous suivre sur Telegram, retrouver d'ailleurs l'émission sur YouTube. Ah oui, c'est possible tout à fait de retrouver l'émission sur YouTube. Et oui. également nous suivre sur le site gilbertcollard.fr. Et s'ils veulent nous contacter pour nous donner des informations ou nous raconter des histoires dont on Nous parlera, poser des questions. ou poser des questions, comment ils font? Eh bien pareil, ils passent sur le site internet, ils vont trouver l'adresse mail. Voilà. Vous la connaissez, l'adresse mail? Aller sur le site internet. Elle ne connaît pas l'adresse mail, non. Si. Pas- c'est Elle est trop Gil- longue, Gilbert. C'est Gilbert. un peu comme les questions européennes. Parlement, etc. C'est ça, voilà. Mais elle est facile à trouver. Oui. À bientôt, bonne semaine et Ben, au vive la revoir, liberté. et à la Au semaine revoir. prochaine. Et à la semaine prochaine, on est content de vous retrouver. Ça nous fait du bien. À bientôt.